J'ai jamais envisagé d'écrire un livre de ma vie, enfin c'était même pas un truc que j'ai conçu. Et j'ai ce message-là. Donc déjà, je trouve ça très beau, la formule « vous portez un livre en vous », hein, je me rappelle par cœur aussi. J'ai pris les médias comme support d'exemple, mais c'est un discours qui existe partout. Il n'est pas propre aux médias. Auteur, autrice, éditeur, éditrice ou encore illustratrice, illustrateur. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre. C'est que se lit avec Rose Lamy et Jeanne Morozov, c'est le talon. Bonjour Rose Lamy. Oui, bonjour. Merci de me recevoir. C'est votre quotidien de lanceuse d'alerte depuis 2019. Votre compte Instagram « Préparez-vous pour la bagarre », un compte suivi par 200 000 abonnés à ce jour. Vous collectez et analysez des exemples de discours sexistes véhiculés dans les médias, presse écrite, radio, télévision. Votre livre « Préparez-vous pour la bagarre », défaire le discours sexiste dans les médias, paru aux éditions J.C. Lattès à l'automne 2021, est un objet qui nous plonge encore plus dans votre analyse. C'est un essai sérieusement documenté, argumenté, qui nous fait littéralement bondir à la découverte de chaque nouveau chapitre. Au fil de la lecture, nous prenons conscience du poids des mots ou comment le choix des mots disqualifie de manière systématique la parole des victimes d'agressions sexuelles et renforce les discours sexistes. Qu'est-ce que s'est passé entre 2003 et 2011 pour que votre talent de féministe s'éveille ? Vaste question. Entre 2003 et 2011 spécifiquement, parce que je dois quand même préciser qu'il y a aussi toute mon éducation... j'ai envie de l'appeler matriarcale ou en non-mixité, qui a joué dans ma construction féministe parce que j'ai perdu mon père, moi, quand j'avais 4 ans et j'ai été élevée par ma mère et mes 3 sœurs aînées. Et j'étais gardée aussi par ma grand-mère le mercredi soir. Donc j'ai été élevée dans cette petite bulle que j'aime à dire en non-mixité. Donc ça, c'est quand même une base de départ qui fait que j'ai longtemps pas compris... le discours dominant. Quand j'ai commencé à travailler dans la musique et qu'on m'a dit les femmes ne sont pas directrices artistiques, j'ai pas compris vraiment. J'ai dit je comprends pas la langue qui est parlée en fait. Donc ça c'est quand même une base de départ. Et alors pour 2003, c'est évidemment le meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat. Où pareil, j'ai pas compris ce qui s'était passé. J'avais pas les mots pour l'analyser, mais j'ai vécu ce traitement médiatique avec une grande difficulté. Je l'ai trouvé violent, injuste. Il consistait à essayer de culpabiliser Marie Trintignant pour ses comportements et de la culpabiliser jusqu'à la fragilité de son crâne qui aurait cédé sous les coups de Bertrand Cantat. Et on était dans une inversion totale de la réalité des faits puisque c'est bien lui qui l'a tué en lui donnant des coups de poing. Et voilà, donc ça m'a quand même beaucoup perturbée, ça a mis la graine du féminisme dans mon cerveau, je pense. Mais en fait, ce que je voudrais préciser aussi, c'est que sur l'affaire Cantat, elle a 2 ressorts et en fait, il y aurait presque 2 affaires Cantat, puisqu'il y a la première en 2003 avec le meurtre, et en 2010, il sort de prison et il revient sur scène. Et c'est un truc dont on parle pas beaucoup, mais ça a été une deuxième violence, parce que c'est là qu'on nous a imposé de séparer l'homme de l'artiste, quoi que ça veuille dire. Et c'est là qu'on nous a dit qu'il pouvait retrouver les honneurs de la nation, qu'il a été mis en une de certains magazines, qu'il a été célébré comme un héros qui revenait. Donc ça a joué aussi. Et en 2011, on a eu l'affaire DSK. Donc là, on est sur une autre thématique, puisqu'on est sur les violences sexuelles. Une accusation de viol, tentative de viol, agression sexuelle et séquestration sur la victime Nafissatou Diallo par Dominique Strauss-Kahn, qui à l'époque est pressenti comme le futur président de la France. Donc là, pareil, j'ai assez mal vécu, même si au départ, j'ai vraiment adhéré au discours dominant. Je me suis très vite remise en question, comme en plus j'étais aux États-Unis. Le traitement médiatique était vraiment différent de celui de la France. Et là, j'ai pu observer la manière dont on culpabilise les victimes de violences sexuelles, donc qui sont survivantes, qui ne sont pas mortes cette fois, donc on va jusqu'à pas croire ce qui a pu leur arriver, et on les remet en question, on les accuse de faire partie d'un complot international, ou de faire ça pour gagner de l'argent, et donc c'est 2 affaires, voire c'est 3 affaires peut-être, qui ont construit mon féminisme jusqu'à maintenant. Après évidemment il y a eu MeToo, et
Et tout s'est enchaîné, mais c'est vraiment ces affaires-là. Je vais introduire Jeanne Morozov. Bonjour Jeanne. Bonjour. C'est votre talent d'éditrice qui a encouragé Rose Lamy à publier ce livre. Qu'avez-vous observé dans l'activisme de Rose Lamy sur les réseaux qui vous a reconforté sur cette possibilité de effectivement faire un livre? Alors moi, c'est vrai que à l'origine, je suivais pas le compte Instagram dans le but de proposer à Rose Lamy de faire un livre, mais simplement parce que c'était un compte que j'adorais, que je suivais à peu près depuis l'origine du compte. Et j'étais très attentive aux exemples de sexisme dans les médias qui étaient épinglés sur le compte Instagram, mais peut-être encore plus aux petites légendes de chaque post. C'était déjà de l'analyse très fine, et puis aussi il y avait ça, je pense que ce qui te caractérise pas mal, cette ironie un peu mordante, et en même temps cette verve, cette conviction, mais jamais, avec une dimension dépassionnée, mais parce qu'il y avait une forme de distance qui, je trouve, permettait que ce discours s'adresse au plus grand nombre et pas seulement à un entre-soi déjà convaincu. Et c'était ça qui m'intéressait, en fait, la dimension, cette capacité à convaincre un public assez large, y compris un public pas déjà attentif au sexisme de manière générale. Et donc, je pense que c'est au fur et à mesure de la lecture de ces posts, j'ai eu le sentiment que finalement Instagram comme média devenait peut-être un petit peu trop étroit pour la pensée de Rose Lamy, et c'est ça qui m'a convaincue de la contacter. Il y a une prédominance culturelle que vous avez découvert aussi lors de votre séjour aux États-Unis. C'est-à-dire que vous étiez dans cette culture anglo-saxonne qui ne voit pas la chose de la même manière finalement, et que vous étiez renvoyé tout de suite à cette culture française qui fait que les affaires privées restent à la porte de la chambre. Oui, l'information reste à la porte de la chambre à coucher. C'était l'extrait d'une tribune que le Canard enchaîné avait publiée en 2011, après beaucoup d'attaques des médias états-uniens qui ne comprenaient pas ce qui se passait en France avec l'affaire DSK. Donc moi, j'étais à Denver, aux États-Unis. Je faisais 2 mois c'était pas un échange, mais je faisais 2 mois d'école de perfectionnement en anglais. Donc on était une classe avec plein de nationalités. Moi, j'avais une copine belge à l'époque. Il y avait quelqu'un du Costa Rica, il y avait un copain iranien, il y avait un prof qui était local états-unien, des gens de Corée du Sud aussi, dans mon souvenir. Bref, on était tout un melting pot de nationalités. Et on avait cours tous les matins. Et l'affaire Strauss-Kahn arrive. Alors déjà, moi j'étais hébergée par une famille d'accueil, c'était une mamie qui s'appelle Elisabeth. Dès que le truc sort... Pourquoi vous dites Elisabeth comme ça, tout doux? Non, parce que c'est Betty, j'ai beaucoup d'affection pour elle, je sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Et voilà, elle vivait à Elizabeth Street, elle s'appelle Elisabeth, et elle était très fière de ça. Et en fait, c'est elle qui m'a appelée en me disant « Faut que tu viennes voir », je me fais traverser toute la maison. Et là, je vois Dominique Strauss-Kahn me noter, vraiment c'était la photo dans les rues de Manhattan. Et elle me dit « What a pig !» Quel porc. J'étais « Oh là, mais ça va pas, c'est très violent, mais on sait pas ce qui s'est passé. » Donc j'étais dans ma posture française, présomption d'innocence, mais attention, il faut voir ce qui s'est passé, soyons prudents. Donc première réaction, adhésion totale au discours français, quoi. Genre, ça me regarde pas, c'est peut-être par ailleurs un bon directeur du FMI, peut-être un potentiel bon président, peut-être qu'elle fait ça pour l'argent. Bon, vraiment, j'ai tout qui déroule de manière réflexe. Donc, en fait, ce qui a joué, c'est que tous les jours dans ma classe, on fait des débats parce qu'on s'entraîne à l'oral. Et évidemment, je suis au centre de l'attention parce que je suis la française du groupe. Et on me parle de l'affaire DSK. Et là, j'ai un point de vue un peu international qui s'offre. Et en fait, à part ma copine belge, avec qui je pense qu'on partage un peu une culture similaire, les gens ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Alors, il y a le droit de troussage de Jean-François Kahn qui fait un scandale aux États-Unis, mais les gens sont outrés. Enfin, j'ai honte. Moi, je regarde mes pieds quand ça sort. Je me dis, mais comment on peut être en tel décalage? Parce que c'est à la fois raciste, c'est à la fois... Et donc, aux États-Unis, ça rigole pas avec la référence à l'esclavage ou au service... à l'esclavage et aux personnes racisées. Il y a la dimension classiste de l'homme de pouvoir qui aurait le droit de cuissage. Enfin, bref, horrible.
Bon, là, c'est vraiment moi, ça commence. Là, je me dis, bon, ouais, peut-être un problème. Et donc, tout ce bouillonnement d'interrogations, vraiment, ça me déstabilise parce qu'on me dit, mais de toute façon, vous êtes encore à Louis XIV, vous avez jamais enquêté sur lui alors qu'il y avait plein d'alertes, vous protégez les élites, il y a une complaisance des journalistes avec les élites françaises. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils parlent ? Enfin, de quoi ils me parlent ? On est le pays des Lumières, on est le pays de la Révolution, mais vraiment, je comprends pas ce qu'ils me disent. Et puis bon, voilà, ça s'effrite un peu, et notamment avec le troussage des domestiques, parce que là, j'étais obligée de reconnaître que c'était vraiment dissonant avec l'ambiance locale, quoi. Et donc, c'est là que j'ai commencé à dérouler un truc. J'ai lu aussi les médias états-uniens. Il y avait beaucoup de féministes déjà qui en parlaient. Il y a eu des manifs féministes de soutien aux femmes de chambre. Donc toute la dimension un peu classe-race, elle était déjà bien avancée aussi dans la pensée féministe aux États-Unis. Alors qu'en France, on était complètement... il y a eu des manifs aussi de soutien en France, mais c'était pas du tout dans le débat public, je pense. Et donc voilà, ça m'a détricoté toute cette croyance. J'ai vu de mes yeux la manière dont la France traite ces questions-là. Et vous alors, avec votre regard d'éditrice, est-ce que pour vous, ce sujet-là est un sujet qui pourrait être... je ne sais pas, ressentir comme un sujet inépuisable. Est-ce que pour vous, c'est un chemin aujourd'hui à poursuivre ? Oui, sans aucun doute, c'est un chemin à poursuivre. Après, inépuisable, oui, sous la forme d'un compte Instagram, oui, c'est inépuisable. Après, sous la forme d'un livre, je pense que l'idée, c'était aussi de... L'idée du livre, c'était justement de sortir de l'illustration et de l'analyse exemple par exemple et de la réaction à chaque article, sujet radio, télé, etc. Et en fait, de faire la démarche inverse, en fait, de partir de ces exemples pour remonter à la source du mécanisme. Et je trouve que c'était ce que Rose Lamy faisait déjà dans chacun de ses posts. Et finalement, on observait, enfin moi en tout cas en tant que consommatrice d'Instagram et de son compte, j'observais qu'il y avait une mécanique qui était toujours la même. Et du coup, évidemment, les exemples seront infinis, mais l'idée c'était aussi de lui permettre de regrouper dans un livre quelle est la mécanique. Et donc, pour parler de cette mécanique, ça me semblait important aussi que Rose ait un espace pour raconter aussi comment elle en était venue là. C'est vrai que ça ne s'est pas présenté tout de suite de manière naturelle et immédiate parce que justement l'écriture sur Instagram n'amène pas forcément à explorer les chemins du féminisme et les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on est en train de faire. Mais donc il y avait cette volonté d'amener Rose à raconter ça et ensuite à montrer de manière implacable et complètement argumentée et illustrée une mécanique qu'on retrouve de manière systématique partout, tout le temps, en espérant évidemment que les choses changent. Et d'ailleurs, ça a été aussi une volonté de montrer aussi les changements en cours et de les accompagner, de les encourager. Mais en réalité, oui, on pourrait inlassablement trouver des exemples mais qui viennent illustrer un discours qui est bien rodé, mais dont j'ai l'impression que Rose a révélé le mécanisme, en fait. Ce qu'il y a aussi dans le livre, parce qu'il y a 4 parties, vraiment avec des thématiques très précises qui évoluent et qui s'enchaînent, mais en même temps ont leur propre spécificité, avec un démarrage effectivement sur la genèse du projet et qui est Rose Lamy, on va le découvrir vraiment. Une petite question, votre rencontre à vous. Alors, comment s'est déroulée ? Jeanne, vous appelez Rose pour dire, écoutez, vous allez faire un livre avec moi ou pas ? Moi, je me souviens vraiment très précisément de comment ça s'est passé. C'était en juin 2020. J'avais été malade, donc j'ai été arrêtée pendant 2-3 jours parce que j'avais de la fièvre avec une suspicion de Covid. Je n'avais finalement pas le Covid. Et en fait, j'étais persuadée que Rose avait déjà été contactée pour faire un livre. Ça me semblait évident. Je me disais, mais s'il y a bien quelqu'un sur les réseaux sociaux qu'on a déjà dû contacter 10 fois, c'est elle, c'est sûr. Et j'étais en discussion par message avec Lucie Cobet, qui est aujourd'hui l'attachée de presse du livre.
et qui est aussi une collègue avec laquelle j'échange énormément. Et donc, on commence à parler de ce compte qu'elle suivait aussi, qu'elle adorait. Elle me dit, mais si, mais non. Mais vas-y, envoie-lui un message. Parce que j'étais arrêtée, j'avais cette disponibilité d'esprit, alors que parfois, quand on est dans le feu de l'action au travail, on a tellement de choses à faire qu'on ne pense pas forcément à faire ce genre de message. Et du coup, j'ai envoyé un message qui disait précisément, je ne dois pas être la première à vous contacter, mais vraiment, j'adore ce que vous faites et je suis sûre que vous portez un livre en vous. Et en lui Quelle jolie formule. En lui proposant qu'on se rencontre. Et donc, on a assez... Enfin, avec un peu de méfiance, j'ai senti au début. En tout cas, on a convenu assez vite d'une date, en fait, assez rapidement après, de café. Ouais. Magnifique. Rose. Bah oui, donc moi, pour le contexte, je travaille en mission d'intérim à la SNCF et on devait me garder fin juin et j'apprends début juin qu'on peut pas me garder, donc je pense que c'était le 26 juin. Donc dans 4 jours, je suis au chômage et j'ai ce message-là. Donc déjà, je trouve ça très beau, la formule « vous portez un livre en vous », hein, je me rappelle par cœur aussi. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai une petite méfiance. Donc je précise que j'avais pas du tout d'autres demandes et que j'en ai même jamais eu après, pour casser le mythe. Mais une petite méfiance, ouais, moi c'est mon syndrome de l'imposteur parce que j'ai jamais envisagé d'écrire un livre de ma vie, enfin c'était même pas un truc que j'ai conçu. Et je me dis, si on me contacte, il y a un intérêt économique à le faire, c'est lié à mon nombre d'abonnés, c'est pour faire un coup, un coup commercial, quoi. Donc je suis un peu comme ça au départ. Bon, après, on s'est vu et j'ai très bien compris que c'était pas du tout le projet. Et d'ailleurs, c'est même Jeanne qui m'a beaucoup poussée à aller dans le genre dont j'ai appris le nom d'essai littéraire, c'est ça, où justement je dois me situer, me mettre un peu en scène, hein, même si tout est vrai, et pour expliquer le cheminement, le point de vue. Donc il y a un petit exercice comme ça de style, alors que moi au départ, déjà ma page elle est anonyme, donc on peut pas plus se cacher que ça, et même s'il y a une grosse audience, personne ne sait qui je suis, donc je me cache, quoi. Et donc, elle a quand même fait un grand travail de... C'est très séduisant, ça. Donc j'étais dans cette dissociation-là. Et donc, tout le travail du livre, c'était déjà avec Lucie aussi, on en avait parlé, de sortir de l'anonymat au moment de la sortie du livre. Donc ça, c'est un processus aussi qu'il faut que je me prépare, hein, j'aime bien ce mot. Et aussi de la révélation dans l'écriture et dans mon passé et dans qui je suis avec Jeanne. Parce que sinon aussi, pour le projet littéraire, moi, je voulais pas du tout parler de moi. Je voulais faire des études de cas. Donc des sortes de commentaires composés, comme on fait au lycée, avec 10 articles et puis les sortir comme ça. Donc j'étais complètement... inexistante dans le projet. Et donc c'est Jeanne, au contraire, qui m'a convaincue et qui a été très patiente, hein, parce qu'il y avait des résistances, de me mettre en avant. Enfin, en tout cas, de me mettre dans l'histoire. Effectivement, ça va générer une curiosité, quoi. On a envie de savoir qui est cette personne, qui est ce cerveau qui a envie de nous proposer cette façon de voir les choses, de partager avec nous. Peut-être c'est complètement légitime, ça Jeanne elle a compris avec vous. Vous avez écrit un livre qui fait quand même 300 pages, donc voilà, c'est assez dense, on apprend énormément de choses. Les chapitres, ils sont très bien documentés. Vous racontez aussi comment vous allez à la pêche aux infos pour pouvoir être crédible. Oui, alors le fait d'être anonyme, ça n'empêche pas du tout que je m'adressais à une grosse audience déjà. Donc il y avait un devoir de citer ses sources et de savoir de quoi on parle. Et de toute façon, les réseaux sociaux, ça peut être violent, mais ça a aussi cet intérêt que si on se trompe, on le sait assez vite, que si on est imprécis, que si on dit quelque chose d'injuste, on est très vite rattrapé. Donc ça m'a formée sur la page et ça m'a appris à être super carré. Et c'était un peu mon travail aussi en communication digitale et communication de crise pour des gros comptes. Donc voilà, fallait que ce soit carré, imparable, parce que moralement il le fallait, et aussi parce que, de manière très pragmatique, ça me faisait moins de travail derrière à répondre aux commentaires. Donc j'avais mis... les deux choses se croisaient. Et oui, donc le livre, je dis que je l'ai écrit à partir de juin 2020, mais en fait, là je réalise que je l'ai commencé avec la page, ouais.
Tout le travail de collecte et d'analyse, c'est un préalable à l'écriture, mais j'avais déjà commencé à ce moment-là. Là, vous croyez dans le livre, là, hein, vous le voyez, vous. Mais il faut que l'auteur, il écrive. Alors, comment ça se fait, cet accompagnement? C'est un encouragement, c'est aussi de venir donner des conseils, Voilà, vous êtes dans une relation intime peut-être à ce moment-là quand même. C'est quelque chose qui naît entre vous? Oui. Et je me souviens donc de ce premier café de rencontre, et je me souviens d'un autre café peut-être 2 ou 3 mois plus tard, où justement Rose me disait « ça y est, je sais le livre que je veux faire, cette fameuse étude de cas ». Donc voilà, je vais prendre 3 articles, je vais les décortiquer, parce que c'est pas parce que je le vois dans un article que ça veut dire que ça existe partout. Donc je voyais qu'elle remettait en question sa capacité à identifier ce fameux mécanisme. Et donc je me souviens avoir dit avec des pincettes, mais de manière de plus en plus ferme, non mais en fait, moi je pense que tu peux vraiment tu peux avoir davantage d'ambition. Et donc oui, c'est une relation forcément intime, parce que ce travail de chercher en soi la légitimité pour écrire, on en a beaucoup parlé en cours d'écriture pour dire « je », ce que tu ne parvenais pas à faire au tout début, forcément ça met ça met en mouvement tout un tas de choses qui sont de l'ordre de l'intime chez Rose. Donc forcément c'est une relation particulière. Et puis après c'était beaucoup de discussions, et après pendant pas mal de mois c'était plutôt une forme de disponibilité de ma part au rythme de Rose. Donc en fait je la laissais me solliciter quand elle avait besoin de moi, ce qui arrivait en fait assez fréquemment, mais en cours d'écriture du livre, j'ai eu un rôle plutôt de soutien quasi psychologique, on peut dire. De coaching, de toujours te rappeler, rappeler à Rose ce qu'elle me semblait vraiment capable de faire. Mais finalement, Rose me présentait des plans du livre qui évoluaient, et puis moi j'étais assez ébahie par le travail incroyable qu'elle était en train d'accomplir. Mais en fait, ça servait surtout à la rassurer de m'en parler. Mais moi, j'intervenais pas forcément vraiment. C'était plus un ping-pong, une discussion, mais j'intervenais pas à ce niveau-là sur la construction du livre qui s'est vraiment dessinée en cours de mois, et à laquelle j'ai assisté avec beaucoup d'émotion. Et puis après, ça a été quand même une course de fond qui s'est terminée par une forme de sprint finale. Donc c'est vrai qu'à mesure que la date de parution se rapprochait, les échanges se sont aussi intensifiés. Et puis à partir du moment où il y a eu un texte qui commençait à naître, parce que le livre s'est formé de manière un peu disparate, les parties se sont... on dirait qu'elles se sont écrites toutes seules. Mais bon, Rose a écrit les parties, pas forcément dans l'ordre dans lequel elles sont finalement dans le livre final. Et puis donc voilà, au moment où le texte a commencé à se dessiner, là il y a eu un travail qui s'est intensifié, d'échanges très nourris sur le texte, sur la forme. Un travail parfois de coupe, de sélection, parce que le livre est déjà dense, il l'était encore plus à l'état de manuscrit, donc il a fallu aussi faire des choix. Voilà. Pour laisser quand même les auditeurs de podcast se rendre compte de qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, s'ils n'ont pas encore eu la joie de le lire, et peut-être qu'il va les pousser quand même à la curiosité de l'ouvrir, je vous propose, Rose, de nous dire un petit peu ce passage que j'ai vu, qui est un passage justement qui n'est pas forcément dans les médias. J'ai pris les médias comme support d'exemple, mais c'est un discours qui existe partout. Il n'est pas propre aux médias. Mais les médias, c'est le support qu'on a tous en commun, en fait. On consomme tous des médias, qu'on soit abonné de Mediapart, qu'on lise Ouest France, qu'on regarde Touche pas à mon poste. Donc un jour, une abonnée m'a envoyé un mail de sondage de son opérateur téléphonique qui posait cette question. Êtes-vous la personne de référence de votre foyer ? Suivi d'un texte aidant à identifier la personne de référence en cas de doute. J'ouvre les guillemets. La personne de référence est déterminée de la façon suivante. 2 points. Si le foyer compte une seule personne, cette dernière est donc la personne de référence. Si le foyer compte 2 personnes,
Si elles sont de sexes différents et identifiées comme formant un couple, l'homme est la personne de référence. Sinon, la personne de référence est la personne active la plus âgée ou, si aucune des deux n'est active, la personne la plus âgée. Donc, j'analyse. Si vous êtes en couple hétérosexuel, ne vous posez pas la question. Votre compagnon est la personne de référence du foyer. Quelques jours après avoir reçu ce mail, je suis tombée sur une dépêche AFP. 2 femmes seules sortent dans l'espace, reprise par une multitude de journaux. Et donc là, j'enchaîne sur ce titre que je trouve génial aussi. C'est un de mes préférés. Vous pouvez continuer si vous voulez. Reprise par une multitude de journaux. 2 femmes sortent seules dans l'espace, une première. Historique. Pour la première fois, 2 femmes sortent seules dans l'espace. 2 femmes sont sorties seules dans l'espace et ça se passe de mauvais commentaires. Ce 18 octobre est historique. Pour la première fois, des femmes sortent dans l'espace sans hommes. Ma première réaction est d'éclater de rire avant de me prendre la tête entre les mains, consternée. Pourtant, je n'ai pas compris tout de suite ce qui me dérangeait tant. Dans ces 2 cas, comme à chaque fois, je me réfère au dictionnaire. Seul est un adjectif signifiant qui n'est pas en compagnie de quelqu'un d'autre. Pourquoi ici, une femme en compagnie d'une autre femme est considérée comme étant seule ? Serait-ce parce qu'elles ne sont pas accompagnées par un homme de référence ? En tant que femme, peut-on être au monde sans homme et sans être seule ? Si 1000 femmes sortaient dans l'espace accompagnées d'un homme, seraient-elles toujours seules ? Combien faut-il d'hommes à nos côtés pour ne pas être seuls ? Probablement 1. Rose Lamy et Jeanne Morozov, merci infiniment de nous avoir accordé ce moment pour ce podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayeur avec Rose Lamy, autrice, et Jeanne Morozov, éditrice, qui parle du livre de Rose Lamy, Préparez-vous pour la bagarre, refaire les discours sexistes dans les médias, paru aux éditions Gisela Tess. Merci à l'équipe Le Fayeur d'avoir organisé cette rencontre. Ce podcast a été réalisé par Juliana Alain pour la librairie Le Fayeur. Le podcast vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.